Salut, c'est Igloo sur topmusic.fr avec Cédric Simonin. Salut Eric. Bonjour Cédric. Bonjour. Comment ça va? Très bien. J'allais dire ce matin, mais en fait, on ne sait plus du tout si on est le matin, l'après-midi ou le soir, ou même la nuit, parce que Igloo, eh bien, on peut nous écouter, nous voir même, n'importe quand. Oui, au Québec, ils nous même écoutent au quand Québec. c'est la nuit ici. Ouais. Ah, d'accord. Ouais. Ah ouais, on est regardé partout dans le monde. Dans le monde c'est entier, ça. ouais. D'ailleurs, le monde entier nous envie cette émission, C'est vrai. le Mac de l'Habitat. Igloo avec un thème très particulier aujourd'hui. On va réinventer, parce que vous aimez bien vous réinventer, vous, dans la vie en général. Et là, on va réinventer la ville. Résilience, bio-inspiration et durabilité. Pour en parler, Annick Legendre est avec nous. Bonjour. Bonjour. Soyez la bienvenue en Alsace, parce que vous êtes parisienne. De ce cabinet d'architecture baptisé XTU à Paris, donc. Qu'est-ce que vous êtes venu faire en Alsace ? En fait, je suis venue faire une conférence à l'école d'architecture hier soir et donc, du coup, j'en ai profité pour venir pour votre Alors, émission. Cédric, vous a J'ai chopé au sauté vol. sur l'occasion. Ah ouais, je vous reconnais bien là. Ah, voilà. Voilà. Bah, on est très heureux de vous avoir pour parler donc de la ville en général et de votre vision de la ville. C'est un des thèmes préférés de Cédric Simonin. S'il était par exemple au bout du monde en train de faire Koh-Lanta, je pense qu'il parlerait que de ça là-bas. Il y a des chances. Et oui, alors, pour parler de réinventer la ville, évidemment, Anouk Legendre et le cabinet XTU est extrêmement bien placé. C'est un cabinet d'architectes pas comme les autres, avec une vision très intéressante de l'acte de bâtir, de l'urbanisme, très en lien avec la nature notamment. Et donc, avec une vision assez particulière, et j'aimerais qu'on commence par une première question sur notamment votre vision. Quelle est votre vision de la ville durable et résiliente ? Alors, c'est une grave question aujourd'hui, la ville durable et résiliente, parce que elle n'est pas très résiliente pour l'instant. Donc, il va falloir un peu la réinventer dans ses usages. Donc, déjà, peut-être c'est une ville plus relocalisée où on va retrouver sur place, à pied ou à vélo, tout ce dont on a besoin. C'est-à-dire qu'on n'aura pas besoin et pas envie d'aller prendre sa voiture pour aller loin à la campagne se distraire. C'est aussi donc une ville plus vivable, donc peut-être plus de nature à l'intérieur, parce que peut-être ce qu'on allait chercher loin, on va l'avoir à l'intérieur de la ville, donc il faut peut-être la repenser pour qu'il y ait plus de nature à l'intérieur. C'est aussi une ville plus sobre dans ses usages et sa manière d'être fabriquée, peut-être avec des matériaux plus écologiques, peut-être avec moins d'éléments de confort, mais plus d'espace. Il faut regarder là où on met ses sous pour que ça soit efficace et qu'on ait des appartements peut-être plus spacieux, mais peut-être moins d'éléments de confort au sens des objets, des prises électriques, de tous les appareils qui nous entourent et qui finalement prennent le pas sur la qualité de l'habitat. Vous avez parlé de nature, vous avez parlé de matériaux durables. J'aimerais qu'on s'attarde sur une définition d'un concept d'architecture que vous avez appelé bio-inspiré. Et comment vous le définiriez-vous, ce concept d'architecture bio-inspirée? Et puis en quoi ce concept est pertinent pour la ville de demain? Alors, bio-inspiré, souvent, dans l'esprit du grand public, c'est les formes bio-inspirées. C'est vrai qu'il y a plein d'architectes, de designers qui vont prendre exemple sur les formes de la nature pour imaginer des structures. Et parfois, c'est pertinent dans les grands volumes, par exemple, de reprendre des structures issues de la nature, parce que c'est aussi des structures géométriques qui ont une pertinence, etc. Mais bio-inspiré, c'est aussi s'inspirer d'un modèle de fonctionnement de la ville, enfin, d'un modèle de fonctionnement de la nature appliqué à la ville, pardon. Et par exemple, peut-être dans la nature, il y a des symbioses qui se font entre un être vivant et un autre, et peut-être il y a des cycles qui s'organisent, ce qui fait que les ressources sont réutilisées, les déchets de l'un deviennent les ressources de l'autre, etc. Et c'est plutôt ça qu'on trouve intéressant pour la ville, c'est comment refaire un cycle plutôt que de faire une organisation de la ville en silo où tout est séparé et où finalement on réutilise pas les déchets, par exemple. Et donc voilà, il faut un peu repenser comment on organiserait un écosystème naturel. Et je pense que c'est ça le bon modèle, en fait. Je repense à la chanson de Maxime Le Forestier quand je vous écoute, Comme un arbre dans la ville. Vous connaissez cette chanson ? Je suis né dans le béton. C'est fini ça, les arbres ne naissent plus dans le béton. Ils peuvent aussi naître dans le béton. L'arbre, c'est quand même assez résilient. La nature aussi, même dans le béton, ça revient vite. Dans les friches, c'est pas fini, mais ça serait bien que ça s'arrête. Oui, c'est pas fini, mais il faudrait déminéraliser déjà, ça serait pas mal. Oui. Ouais, c'est le vrai défi de l'architecture. Justement, ça me permet de rebondir sur cette question. Comment vous voyez justement l'évolution de l'architecture dans les années à venir? Est-ce qu'on est vraiment... C'est l'orientation forte qui est en train d'être prise? Cette notion d'écosystème, de réflexion au sein d'un écosystème et moins en silo?
Alors, c'est une évolution en cours, suite notamment aux grandes consultations, Réinventer Paris, Réinventer Métropole, etc. Chaque ville a fait son réinventé. Et donc, ça a amené à des réflexions d'écosystèmes d'écosystèmes cycliques sur des grands sites, notamment. Et après, c'est pas une évolution lourde pour l'instant, mais c'est quand même quelque chose qui est recherché et qui est pas au point de faire changer toute la ville pour l'instant, mais si déjà dans les esprits, cette notion de cycle, de désilotage et tout ça, ça suit son cours, ben, les gens vont comprendre, par exemple, que les grandes chaleurs qu'il y a eu ces dernières années, les grandes sécheresses, c'est aussi la conséquence de cette organisation en silo, et que si on a organisé un cycle de l'eau, par exemple, ben, on n'aurait pas ça, on aurait une ville toujours fraîche, et donc voilà, ça serait plus agréable à vivre. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qui est en cours, mais doucement. Oui, mais il y a quand même des signaux faibles. Les pouvoirs publics ont pris conscience réellement de cette problématique et poussent dans ce sens-là. Puis j'ai le sentiment quand même qu'il y a toute une profession qui a entamé justement cette démarche avec une prise de conscience relativement importante de se dire on ne peut plus travailler tout seul, il faut vraiment raisonner au sein justement ce que l'on disait, d'un écosystème. Oui, Cédric, je suis d'accord, mais à chaque fois qu'on aborde cette question ou ces questions-là, et vous venez de le dire, on a toujours le sentiment, on fait toujours ce constat que c'est trop lent, toujours trop lent. Oui, Bah, alors en fait, il y a une raison particulière, c'est que le temps du bâtiment est un temps long, et le temps de la ville est un temps encore plus long. Transformer une ville, ça se fait sur 20-30 ans. Ça se fait pas en un clin d'œil. Rien que la construction d'un bâtiment, c'est entre le moment où vous travaillez sur le foncier et le moment où vous le livrez, c'est facilement 4 ans. Et c'est aussi les 5 ans. décisions qui sont prises, qui sont lentes à mettre en application une fois qu'elles sont prises. En plus, oui, et après, il y a aussi la couche d'aménagement. En fait, souvent, les projets sont dans des zones d'aménagement. Donc, les zones d'aménagement elles-mêmes, il faut définir qu'est-ce qu'on va faire dedans. Donc, ça rajoute 4 ans de plus dans le cycle. Donc, ça a une certaine lenteur. Et en fait, ce qui fait accélérer en ce moment, c'est les orientations données par les politiques et par les nouvelles réglementations. C'est vrai que ça a un effet de levier assez fort, notamment chez les industriels et tout ça, qui sont obligés de suivre maintenant. Et ça a un effet d'entraînement, mais voilà, il faut qu'ils se mettent en place, que les savoir-faire se mettent en place aussi, parce qu'ils ne sont pas tous là, en fait, notamment sur tout le bas carbone et tout ça. La formation, donc La formation, mais aussi les agréments des produits. Enfin, c'est toute la chaîne industrielle qui doit suivre derrière. Et ça se fait pas en 5 minutes, mais non, ça mais va c'est des venir. belles perspectives, du coup. Et oui, c'est sont pour de la belles bonne cause. perspectives, oui, et puis ça fait bouger les choses. Hein. Le bâtiment vit une vraie révolution depuis facilement 10 ou 15 ans. Pendant longtemps, on a construit comme il y a 50 ou 100 ans, presque. Et puis tout d'un coup, il y a une accélération en 2012, avec cette première réglementation assez forte, RT 2012. La réglementation environnementale 2020, là, a encore mis un coup d'accélérateur. Et puis maintenant, il y a des jalons. Il y a 2025, il y a un jalon en 2030, etc., pour aller atteindre ce net zéro, zéro carbone en 2050. Donc, il y a quand même une réflexion avec des étapes particulières pour aider la chaîne de construction, dont les industriels, à avancer pas à pas. Mais c'est une marche forcée, hein. C'est quand même une marche forcée. Et c'est surtout sur la construction neuve qui est le plus touché par ça, en fait. Parce que c'est là où on a plus facilité à agir. Maintenant, le gros de la ville, elle existe déjà. Voilà, c'est toutes les pratiques habituelles de la ville qu'il faut questionner. Par exemple, quand on change le sol, quand on renouvelle le sol d'une route en bitume, est-ce qu'on ne se pose pas la question pour l'instant? Est-ce que je ne mettrais pas autre chose que du bitume? Est-ce que je transformerais pas? Est-ce que je remettrais pas des pavés parce que c'est plus résilient, qu'on peut éternellement les réutiliser, etc. Et c'est tout ça qui devrait, toutes ces échelles d'espace qui font la ville, qu'il faudrait toucher, parce que c'est ce que vous dites, là, le par plus exemple, gros du marché. ça a l'air de tomber, c'est du bon sens, mettre des pavés à la place du béton. Mais on fait quoi? Parce que en fait, le béton issus, quand on change le béton, le bitume issus, quand on le change, on pourrait refaire avec des techniques traditionnelles. Vous avez cette réflexion, ça veut dire qu'on peut réfléchir autour de ça. Qui réfléchit autour de ça? C'est les villes. Oui, c'est les villes, mais est-ce qu'elles réfléchissent réellement? En fait, tu as un juge de paix, c'est le modèle économique. Donc au bout d'un moment, tu te dis qu'est-ce qui est le plus économique? Tu dis pour l'instant c'est ça, donc tu pars sur cette direction-là. Même si tu as une conscience que c'est pas forcément la meilleure solution, mais il y a quand même un modèle économique qui est le juge de paix, hein, de toute façon. Okay. On se tutoie alors, du coup? Je ne tutoie que les amis. Bon, d'accord, c'est gentil. Bon, je vous ai un peu mis le bazar dans votre émission. C'est pas grave. C'est vrai que les pouvoirs publics ont le choix entre faire quelque chose de rapide, pas très cher, mais qu'il va falloir recommencer souvent,
Ouais. ou quelque chose Mauvais calcul. d'un peu plus cher, mais qui va durer plus longtemps en fait. Ouais. Si on reprend l'exemple du pavé, c'est tout bête, mais le pavé traditionnel était infiltrant, donc c'était super pour la ville. L'eau a Ouais. circulé partout. Dans les Bah, faut nouveaux mettre des systèmes, pavés on a partout, des voilà. demi-pavés. Les demi-pavés, ils sont sur du béton souvent. Est-ce qu'un parlementaire va s'emparer voilà. de ça et dire voilà, il faut mettre du pavé En partout ce dans moment, toutes les je villes ne crois pas. En ce moment, il Ils n'y a ont pas d'autres beaucoup choses à d'argent, faire. Ils donc ont autre chose à c'est faire, ça le d'accord. problème. Alors, on peut parler de quelque chose d'exemplaire. Parce que Anouk Legendre et le cabinet XTU ont une particularité, c'est de développer un concept, et ce concept de biofaçade. Et j'aimerais que vous nous en donniez quelques mots, expliquer ce que c'est et puis quels sont ses avantages. Ça, c'est assez spécifique, et on est en post-production, on va montrer les photos, donc pendant qu'on parle, on voit ce qu'il en est. Et alors, les biofaçades, c'est un concept qu'on a développé un peu à la suite des capteurs solaires. Vous connaissez tous les capteurs solaires qui amènent de l'énergie. Voilà, les biofaçades, c'est un capteur solaire biologique et il produit de l'alimentation. Et donc, autrement dit, c'est des douves vitrages remplis d'eau. Avec, dans cette eau, il y a du plancton qui vit, c'est vivant à l'intérieur. Et il se multiplie avec le soleil. Il s'alimente avec du gaz carbonique, donc ça dépollue les villes. C'est un stockage de carbone. Et il produit des super aliments et des protéines végétales, par exemple, au lieu d'avoir des vaches qui dégagent du gaz carbonique, enfin, qui dégagent plein de choses pas bien, et qu'il faut tuer en plus, donc c'est pas très gentil. Voilà, on produit des protéines végétales avec les façades des villes. Donc c'est un système de biotechnologie accolé aux façades des bâtiments et qui fait une symbiose avec les bâtiments pour la régulation thermique. Donc c'est un peu technique tout ça, mais c'est vraiment l'exemple de la symbiose et de l'autonomie. Et c'est inspiré, puisqu'on parlait de biomimétisme, c'est inspiré par un petit animal des mers du Sud qui est une limace qui s'appelle Elysia chlorotica. Elle vit dans la mer, elle a une forme de feuille. Et les animaux ne font pas la photosynthèse d'habitude, mais elle, oui. Et donc, en fait, elle a sur son dos des cellules qu'elle a empruntées à des plantes et qui lui permettent de photosynthétiser. Et donc, elle n'a pas besoin de manger. Donc, on s'est dit, si les limaces dans les mers du Sud font ça, on pourrait faire ça sur les bâtiments. C'est génial. Et Alors, il ne faut voilà. pas s'arrêter là, parce qu'en fait, bon, il y a la façade avec ses algues. On peut appeler ça des algues. Ouais, des micro-algues. Qui produisent des protéines. Mais ça ne s'arrête pas là. Après, il y a une récolte. Ça peut peut-être l'expliquer comment ça se passe. En fait, on vidange régulièrement ces aquariums plats, en fait, qui sont les biofaçades. Et donc, on récupère les micro-algues, on les essore bien, on remet l'eau dans le système. Et donc, après, on peut manger ces micro-algues, en fait. Et ça existe voilà, où, vous ça, connaissez tous la spiruline. La spiruline, la chlorelle, très c'est à la des mode. micro-algues. Et voilà, on a développé ce système quand on a vu ce qui se passait en Asie, où il y avait des villes géantes qui recouvraient tout le sol. Il n'y avait plus d'espace pour l'agriculture. Quand on allait à la campagne, elle était entièrement urbanisée. Il y avait des vaches dans les bâtiments. On s'est dit, si demain c'est comme ça en Europe, ça va être dur, quoi. Et donc, il y a urgence à trouver un moyen de produire des protéines végétales. Et voilà, donc on a développé ce procédé pour ça. Et c'est un puits à carbone. Ça existe vraiment? Il y a des gens qui consomment ça? Le système est en place? Les micro-algues, tout le monde... En Asie, ça a beaucoup plus de sens qu'ici, évidemment. Mais enfin, si vous allez chez Biocoop ou dans le magasin bio, vous allez pouvoir acheter de la spiruline. De la spiruline qui provient de vos fenêtres? Non, elle ne provient pas de nos fenêtres, parce que nos fenêtres, on a développé le procédé et voilà, c'est pas encore construit, en fait. On a fait des prototypes, tout ça. Okay. Mais bon, c'est les mêmes algues. En fait, on peut cultiver plein de sortes d'algues avec. Voilà. C'est un concept qui ne demande qu'à être appliqué, mais qui fonctionne. Alors renseignez-vous, vous qui nous écoutez, sur la spiruline. C'est plein de trucs incroyables. Il paraît que pour le corps humain, c'est fantastique. Oui. C'est des super aliments. Regardez, moi j'en prends depuis. Mois. Et moi pas, et vous voyez la coupe de cheveux entre vous et moi. Voilà. Mais ça, c'est la différence. Ça pousse un peu les cheveux, j'ai l'impression. Ça pousse un peu aussi les cheveux, je ne savais pas. Mais ça pousse à l'intérieur. Des propriétés inconnues. Alors, on a parlé de biomimétisme. Vous pouvez donner une rapide définition déjà de ce que c'est que le biomimétisme aux auditeurs, et puis comment ce biomimétisme, justement, il influence vos choix de design. Alors, justement, on a parlé tout à l'heure, biomimétisme ou bio-inspiré, c'est un peu la même famille. Biomimétisme, ça peut être donc reprendre des formes ou des structures de la nature, par exemple, sur certains de nos projets qui sont des musées de la mer ou des musées de l'écologie de la mer à San Francisco, à la Jamaïque.
On a pris exemple sur ce qu'il y avait dans la mer, par exemple les coraux à la Jamaïque. Et donc, on a pris exemple sur leur structure, la façon dont ils se structuraient, une structure alvéolaire, un peu qui ressemble aux os, en fait. Et ça fait la structure du bâtiment. Et donc, de cette structure inspirée par les coraux, est venue une forme qui, elle aussi, est inspirée par les coraux. Donc ça, c'est un exemple. On va regarder dans la nature ce qui est efficient, ce qu'elle a inventé, finalement. On va prendre modèle dessus. Et l'autre exemple, c'est de prendre modèle sur des symbioses, par exemple, ou des cycles de fonctionnement de la nature. C'est ce que je vous ai raconté avec Elysia chlorotica, ma limace fétiche, qui vraiment est un modèle de symbiose entre le végétal et elle-même, qui lui permet d'être autonome sans manger. Donc ça, c'est aussi du biomimétisme. Et les biofaçades, c'est du biomimétisme. Et quand on prend ça à l'échelle de la ville, qu'on veut rétablir un cycle de l'eau, où on va réutiliser les eaux sales du bâtiment, par exemple, pour alimenter du végétal qui va permettre à son tour de rafraîchir les logements, parce qu'on va organiser des courants d'air qui traversent sur le végétal, et on va perdre entre 5 et 8 degrés de sensation de chaleur, donc ça va être rafraîchissant. Et on fait aussi du biomimétisme symbiotique en association avec le végétal. Donc finalement, nous on plaide plutôt plutôt que biomimétisme, c'est plutôt bioassociation avec la nature. Alors, vous comprenez pourquoi j'ai voulu inviter Anouk Legendre, vous comprenez mieux. Et puis, alors c'est quelqu'un de très très humble. Donc la question qui vient après, elle n'aime pas trop, parce qu'elle travaille dans le monde entier, elle fait des choses extraordinaires. On va le voir en fin d'émission, là, puis on aura quelques exemples que les auditeurs pourront voir pour ceux qui nous regardent sur les écrans. On va parler un peu de les récompenses, vous en avez eu pas mal, mais j'aimerais que vous me parliez de la récompense que vous avez le plus marquée et pourquoi elle vous a le plus marqué. Parce qu'ils sont souvent primés, hein, on doit le dire. Hein. Alors bon, c'est difficile cette question, parce que bon, on va pas se vendre soi-même. Pas de fausse modestie. Non, mais peut-être on va dire c'est la dernière. Donc j'ai été admise à l'Académie d'architecture, et donc c'est un peu aussi être dans une famille de pairs qui milite pour la promotion de l'architecture auprès du grand public, voilà. Et c'était pas évident d'être là-dedans. J'ai pas demandé, mais on me l'a proposé. Parce que bon, on est quand même un peu atypique dans la production architecturale. On est un peu des électrons libres, on va dire, qui avons exploré des voies qui sont un peu non standards. Donc, par rapport à une académie, c'est pas forcément évident de rentrer là-dedans avec ce qu'on a exploré. Mais voilà, l'Académie d'architecture en France maintenant est très ouverte sur les nouvelles voies de création, parce que consciente que l'architecture doit se transformer aussi. Et donc, voilà, on a besoin des mains de tout le monde pour faire changer, évoluer le monde de l'architecture. Alors, on a parlé beaucoup de technique, mais lorsqu'on construit des bâtiments, des logements ou des bâtiments, il y a toujours un usager. Et j'aimerais qu'on revienne un peu sur l'humain quand même. J'aimerais que vous nous expliquiez votre approche pour créer justement des espaces qui favorisent le bien-être des usagers. Parce que vous avez une approche assez spécifique, j'aimerais que vous nous en parliez. On pense que globalement, pour que les gens soient bien, il faut recentrer sur l'essentiel. L'essentiel, c'est quand même l'espace, la relation à l'extérieur. Donc l'espace, il a été réduit au fil du temps depuis la guerre, en fait. On est passé de grands espaces dans les logements à des micro-espaces dans les villes, notamment dans les grandes villes. Et donc, depuis le Covid et le confinement du Covid, on a vu que c'était pas vivable. Et pourquoi ça a été réduit ? Ça a été réduit parce qu'on a rajouté plein de choses de confort, de technique. Ça a été surenrichi en technique qui coûte cher. Et donc, forcément, pour payer tout ça, il a fallu réduire et rogner sur les mètres carrés. Et donc, on pense qu'il faut épurer le logement de plein de choses qui ne sont pas indispensables dans la vie, de même qu'il faut limiter la consommation globale dans le futur. Pas besoin de salle de bain. Non, c'est tout ce qui est électronique. Voilà, c'est ça. La domotique, etc. Enfin, il y a plein de choses, même des couches de réglementation aussi qui coûtent cher aussi. Il faut se dire, chaque label qu'on produit en tant que label, c'est déjà 100 000 euros. Rien que pour produire le document administratif, pas pour faire la construction. Donc peut-être il faut simplifier les choses pour recentrer sur la production d'espaces qui soient bien, qui soient bio-orientés, qui aient des ouvertures généreuses sur l'extérieur
et des balcons, des vrais espaces extérieurs. On pense aussi que c'est important d'optimiser le coût du bâtiment pour pouvoir créer des vrais espaces communs où les gens puissent se retrouver. Alors ici, on est à Strasbourg, donc vous avez tous vu la tour Editis à Strasbourg. C'était une tour à énergie positive, c'était ça le sujet. Donc, On va en parler juste après. il tient sa promesse, on va en parler. Mais dans cette tour, il y a une particularité, c'est qu'il y a un grand espace commun en haut, partagé avec les habitants, parce qu'on pense que l'énergie positive, c'est aussi l'énergie sociale. Celle qu'on a plaisir, le temps qu'on a plaisir à partager ensemble, qui va nous permettre de nous engager justement dans un autre type de consommation, dans un autre type d'utiliser notre habitat en fait pour qu'il consomme moins, etc. Et ça marche très bien. Je connais un bâtisseur qui fait ça très bien aussi dans ses nouvelles constructions. Des espaces communs de partage, des salles de sport par exemple. On en a fait quelques-unes, oui. Ouais, quelques-unes. Et voilà, en fait, c'est un peu nouveau, là, comme c'est un peu depuis les Réinventer Paris, Réinventer Métropole, toute cette vague de réinventer. On retrouve ce concept d'espace commun qui avait été développé dans les années 70, mais qui avait un peu dérivé, donc ça avait rafraîchi le maître d'ouvrage sur le thème. Mais voilà, je pense qu'il faut que les habitants puissent avoir accès à l'extérieur, au plein air, puissent avoir accès à leur jardin et puissent y participer, qu'ils puissent avoir accès aux toits. Enfin, la reconquête des toits, c'est vraiment un élément nouveau du nouveau siècle, en fait. Et c'est génial, en fait. Et on le vit tous les jours. Et voilà, c'est important pour le bien-être et faire des choses avec ses enfants et ses voisins. Alors, vous avez une production qui est, comme vous l'avez dit, vous faites, en termes d'architecture, vous arrivez facilement à faire un pas de côté, vous êtes reconnu comme tel. J'aimerais qu'on évoque trois réalisations assez emblématiques. Si vous le voulez bien, et j'aimerais qu'on commence à parler du pavillon France, que vous avez réalisé pour l'Expo universelle de Milan en 2015, que j'ai eu la chance de visiter. Le pavillon France, quand on travaille justement pour un pays, c'est quoi votre principal défi ? Alors, un pavillon de France à l'exposition universelle, c'est un peu le showroom de la France par rapport aux autres pays. On se rappelle que la Tour Eiffel, c'était ça aussi. Vous voulez montrer les techniques de l'acier. L'Expo universelle de... C'était quelle année, 1890 1800, oui, par là. Ouais. Et donc, vous le dites, oui. Et là, l'objectif, c'était un peu de montrer le savoir-faire de la France. C'est pas 1900, et comme, je vais vérifier, pardon, je vous interromps. Et comme il y avait une filière émergente qui était la filière bois, maintenant, tout le monde construit en bois, mais à ce moment, en 2016, 2015, en fait, le bois, c'était pas si courant, finalement. Et donc, c'était important de montrer le savoir-faire français dans la filière bois, parce que il y a des grandes forêts en France, et donc on voulait les utiliser. C'était une demande du ministère. Et donc, on a voulu travailler avec notre charpentier sur... on savait que le charpentier avec qui on était avait des techniques vraiment spéciales, vraiment à la pointe en Europe. Il avait notamment un robot fait par les Suisses qui était unique en Europe, et donc on voulait montrer ça. Donc, on a présenté des charpentes travaillées en 3D, un peu avec des formes non standards, on va dire, parce que c'était pour avoir l'effet waouh qui va épater. Et avec des fixations cachées. Donc ça, c'était un peu montrer l'élégance, en fait, la haute couture du bois, on va dire. Le deuxième défi, c'est qu'on nous demandait, il faisait très chaud à Milan en été, et on nous demandait un bâtiment fermé, climatisé, et nous, on est contre la climatisation, c'est un grand principe. Donc, on a voulu faire la preuve qu'on pouvait rafraîchir à être frais, sans climatisation, juste en développant une architecture des courants d'air. Personne ne l'a vu, mais tout le monde l'a senti. On avait caché des cheminées à l'intérieur du bâtiment, en haut, et on avait fait plein d'ouvertures en bas, et on avait des flux d'air qui traversaient tout le bâtiment. Et du coup, c'est toujours la même histoire, quand on est dans un flux d'air, quand il fait chaud, on est rafraîchi de 5 à 8 degrés. Donc ça, c'est intéressant. Donc ça a bien marché et bien fonctionné. Et après, le troisième défi, c'est qu'on voulait montrer, puisque c'était l'agriculture, c'était ça le sujet, mettre en valeur l'agriculture. On voulait montrer les productions agricoles françaises. Donc on a travaillé avec du végétal qu'on a utilisé pour rafraîchir les courants d'air qu'on installait. Et voilà, donc ça, on a fait un projet finalement bioclimatique en association avec le vivant pour rafraîchir et que les gens soient confortables à l'intérieur. Et très réussi, parce que finalement, tout ça ne se voit pas. C'est tout l'art de l'architecture, c'est le confort, l'esthétique, sans finalement que ça fasse... ça saute aux yeux, quoi. Tout est suggéré. C'est vraiment très chouette. Et c'est très low-tech, en fait. Et très donc low-tech, ça coûtait pas cher.
Et tout ça, il fallait le mettre dans un prix, dans un délai. Ça a été conçu et réalisé en un an. Contrairement à la Tour Eiffel qui a coûté cher. Donc c'était 1889, j'étais à un an près l'exposition On universelle. vous en voudra pas. Voilà. Deuxième projet, c'est la tour énergie positive à Strasbourg, première mondiale, qui incarne un principe de durabilité. Alors vous en avez parlé déjà pour les espaces communs qui fonctionnent très bien. Vous pouvez nous en dire 2 mots par rapport à cette tour? On avait reçu Thierry Bièvre il y a quelques temps, qui est le patron d'Elitis. Je me souviens très bien, et d'ailleurs on se demandait à cette occasion pourquoi ça allait pas un peu plus vite, pourquoi il n'y avait pas un peu plus en France de tours à énergie positive. Il y en a d'autres qui émergent Il en construit d'autres dans il y en a les Mulhouse villes. actuellement. Mais le processus de la construction est toujours lent. Hein. Il vous a dit 4 ans, je dirais plutôt 5 ans en ce moment. Et certains projets qui sortent à 7 ans. Mais la tour à énergie positive à Strasbourg, c'était il y a plus de 10 ans. Non. Ah si. Non. Je pense pas. 6-7. Une dizaine d'années en tout cas. Je dirais, un peu moins 6-7. Bon, 2018, je crois. Hein. Ouais, quelque chose comme ça. On va pas. Je vais vérifier. Allez, un mot sur la tour énergie positive. Donc en fait, il y a 2 prouesses dans la tour énergie positive. Il y en a une qui est technique. Et on va produire plus d'énergie que ce qu'on consomme si les habitants ont bien utilisé leur outil d'habitat, enfin leur habitat comme il faut en fait. C'est-à-dire ils n'ont pas laissé les fenêtres ouvertes, ils n'ont pas mis le chauffage à 25 degrés alors qu'il pourrait être à 18 ou 19, etc. Et donc ça c'est une première chose. Ils sont encouragés pour ça par un coach numérique qui leur indique là ça va pas, il faudrait faire mieux, etc. Donc ça c'est en fait ceux qu'il faut féliciter, c'est les habitants qui ont bien utilisé leur outil en fait. Hein. Donc ça c'est une chose. La deuxième prouesse de ça, c'est de l'avoir fait dans le prix donné en fait. Mettre plein de capteurs solaires partout, c'est facile, mais ça coûte cher. Donc pour pouvoir se les payer dans le prix du marché de l'époque, donc on était à 1 350 € le mètre carré, je crois. Et il a fallu faire des économies sur tous les autres postes. Et ces économies, elles se voient pas quand on voit le bâtiment. Il y a quand même de la prestation. Des couloirs éclairés naturellement, des ascenseurs panoramiques, etc. Et donc, en fait, on a étudié tous les postes de prix du bâtiment et on a optimisé tout, exactement comme on ferait une optimisation industrielle. Et par exemple, les façades, elles sont dessinées suivant les panneaux qui sortent de l'usine, il n'y a pas de découpe, etc. Et donc, comme ça, en faisant des optimisations surtout, on arrive à réduire les prix et à pouvoir se payer les capteurs solaires. Ça, c'est vraiment exemplaire là-dedans. Et puis, il y a aussi de la technique pour recycler l'air, etc. Donc ça, Thierry Bièvre vous l'avez bien expliqué. Et je rappelle que finalement, pour certains locataires, parce que la tour a été vendue à un institutionnel qui loue en totalité, qui fait louer à des particuliers, et pour certains particuliers qui sont les plus vertueux, à la fin de l'année, non seulement ils n'ont pas de charge, mais parfois certains touchent un chèque. Oui. Parce qu'ils redistribuent l'énergie. Parce que ça produit plus d'énergie. Donc, vous êtes locataire et en plus, on vous donne un chèque à la fin de l'année parce que vous avez bien géré votre logement. Donc, le cabinet avait été choisi en 2013 pour construire cette tour. Il y a eu un peu de retard et elle a ouvert en février 2018. Voilà. C'est ça. C'est pas un peu de retard, c'est un peu... Les bâtiments, c'est long à sortir. Ouais. Il y a le temps d'études, il y a le temps de la construction. Et depuis le Covid, c'est encore plus lent à sortir. Ouais. Donc, vous rajoutez 3 ans, 4 ans sur ça. C'est rock'n'roll notre métier. Hein. Oui, c'est comme ça. Mais avec le sourire. Avec le sourire, toujours. Bon sens, c'est une question de volonté politique. Si tu veux, vous allez à Dubaï, ils vous font la tour qui fait 400 mètres de haut, et tout ça, c'est réglé en 3 ans. Quoi. Ouais. Bon. Mais c'est une question d'argent aussi. Parce qu'en fait, finalement, le maître mot, c'est quand même le budget. À Dubaï, ils ont 3 fois plus de budget. Donc, en fait, si on met plus d'argent, ça va plus vite, forcément. Et que si on en met moins, il faut regarder. Positives, les tours à Dubaï, si je ne m'abuse. On peut pas dire ça, non. Parce qu'ils consomment et il y a l'appui de l'énergie aussi, d'une façon générale. Là, finalement, ce qu'il faut féliciter, c'est les habitants. Et on peut toujours faire tout ce qu'on veut en énergie positive, mais en fait, il faut que les habitants s'y mettent. C'est ça la vraie clé. Et nous, en fait, on a tiré exemple de ça pour développer des concepts de quartier à énergie positive et même à eau positive. Et là, on vient de gagner, par exemple, un projet dans le cadre du fonds Ukraine lancé par le gouvernement pour aider à la reconstruction des infrastructures critiques ukrainiennes, donc pour un quartier à énergie positive en eau, énergie positive, énergie, et eau positive aussi, donc ils seront autonomes en eau. Donc la ville idéale dans 200 ans, avant bientôt de terminer cette émission,
si je les ai suivis, mais il n'y aura pas que ça. C'est des tours à énergie positive, des pavés partout, de la végétation partout. Mais ça, c'est dans 200 ans. Non, Oh, la c'est trop ville bon. idéale, elle est plus sobre, elle consomme moins, elle remet en cause ses fonctionnements habituels. Parce qu'il y a des habitudes qui ont été prises, qui donnent bonne conscience à tout le monde, mais qui sont trop chères pour le niveau de vie qu'on a actuellement en Europe. L'Europe est en crise, il faut vraiment prendre à bas le corps le problème et se dire comment on adapte le mode de vie, comment on réduit la consommation, comment on fait pour réutiliser les déchets, pour réutiliser les ressources et utiliser globalement moins de ressources, et comment on fait pour faire quelque chose d'agréable localement, pour que les gens aient pas à se déplacer. Et d'où l'aide de la nature qui va nous aider à rendre plus agréable. Et voilà, et c'est une question de volonté des hommes et d'évolution du mode de vie. Donc c'est aussi potentiellement une petite remise en cause de la société de consommation. Une grosse remise en cause. Il y a un troisième projet que je voulais évoquer, Ouais. c'était le musée de la civilisation à La Réunion, que vous Oui. avez réalisé. Quels enseignements vous avez tirés de la conception de ce musée, justement? Alors, on l'a pas réalisé, mais parce que notre client a perdu les élections juste au démarrage du Ah, chantier. vous l'aviez, oui, vous l'aviez Mais gagné. on l'a conçu et étudié jusqu'au chantier, et ça nous a beaucoup appris. Ça a été un tournant dans notre travail parce qu'il était exemplaire sur plein d'éléments environnementaux et même exemplaire par rapport à ce qui se fait aujourd'hui. Il avait l'autonomie de l'énergie, il avait l'autonomie de l'eau. Il était en ventilation naturelle, rafraîchi uniquement en ventilation naturelle avec l'association avec le végétal. Tous les concepts qu'on développe maintenant, on les a initiés à cet endroit-là en s'appuyant sur les savoir-faire locaux des habitants qui utilisaient déjà l'architecture des courants d'air pour se rafraîchir naturellement. Et donc ça a été assez fondateur d'un point de vue environnemental. Et le dernier point, c'est qu'on a travaillé avec le client sur la remise en cause des standards. Pour un musée, d'habitude, vous savez, c'est toujours climatisé, il y a tel niveau de standard, etc. Et en fait, on a interrogé les horaires de fonctionnement, ce qui allait être présenté, enfin, tous les éléments pour éviter de consommer de l'énergie, en fait. Et ce travail, il est assez emblématique de ce qu'on devrait faire partout ailleurs, en fait. C'est-à-dire remettre en cause nos normes de fonctionnement pour être globalement plus efficient d'un point de vue énergie, consommation de la ressource, etc. Parce qu'en fait, demain, il y aura des pénuries partout d'énergie, On est de d'accord. ressources, etc. Par exemple, et ça n'a rien à voir, remettre en cause les horaires des écoliers, par exemple, pour qu'ils puissent faire du sport en journée et pas le soir où on allume des lumières sur les stades, etc. Par exemple. Par exemple, il y en a d'autres des exemples comme ça. Oui. Et ça demande une remise en question complète de la société, j'ai l'impression. Ou organiser la semaine des travailleurs en 4 jours ou Oui, les 5 aussi. jours. Nous, on a commencé à faire ça chez nous, on est à 4 jours et demi. Et ça, les gens sont plus heureux, ils travaillent le même temps. Non, ils travaillent moins, mais ils produisent autant. En guise de conclusion, quels sont les objectifs pour le cabinet XTU, là, dans les prochaines années? Les objectifs, c'est de continuer à développer dans une période qui est quand même très très difficile, de continuer à développer des prototypes. Vous avez vu qu'à chaque bâtiment, on essaie de faire une expérience, et on se dit qu'en faisant chaque fois une expérience, on va poser les bases de nouvelles pratiques à venir, pas seulement pour nous, parce qu'on sera plus là, mais aussi pour les confrères et les pratiques de la ville. Donc je pense qu'il faut faire des expériences qui portent bien ou qu'elles aient des écueils. Ça permet toujours d'avancer, et il n'y a qu'à ce prix-là qu'on arrivera à faire la ville résiliente, en fait. Merci beaucoup. Ça fait du bien de rencontrer quelqu'un comme vous, un architecte, une architecte à énergie positive, je trouve. Voilà, ça fait vraiment plaisir. On a Et été ça inspiré donne... par nos clients. Par quel livre? Par nos clients. Ah oui, j'ai entendu par votre livre. Non, pas le mien. Non, peut-être celui de Cédric Simonin, qui Non plus, écrit non. beaucoup en ce moment. Non, pas du tout. Pas en ce moment. Pas en ce moment. Merci en tout cas, et bonjour Merci. à tout le monde du côté de votre cabinet XTU à Paris. Merci Cédric Simonin. Merci, Eric. Toutes les émissions Merci. Igloo on Air, le Mac de l'habitat, notamment sur le site internet igloonair.com. Salut.